Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un bon ami à moi, Joe l'Indigo, une personne qui a décidé de prendre un chemin assez ardu et il est là aujourd'hui pour pouvoir nous expliquer un peu sa démarche. Jonathan, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Yes. Écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. Un plaisir. Écoute, Jonathan, je sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui te suivent sur Internet parce que tu es une personne quand même qui informe beaucoup les gens concernant la crise sanitaire qu'on vit actuellement. En fait, l'aspect plus juridique, si je peux me permettre. Ouais. Et je voulais te poser la question, depuis quand ce besoin d'informer ton auditeur concernant leurs droits? Ben, ça a commencé dans le fond quand que la crise sanitaire, surtout à propos de la rentrée scolaire. Moi, je trouvais ça inacceptable au Québec qu'on force des gens à être testés de force pour des opérations ou pour aller à l'école ou pour aller travailler. Parce que dans le Code civil, selon l'article 10 et 11, c'est clairement écrit que l'intégrité du corps humain est inviolable, puis que ça prend le consentement libre et éclairé de la personne. Puis quand on combine ça aussi avec l'article 39 de la loi de la santé qui dit que normalement le gouvernement aurait dû faire une enquête publique, donc en théorie ordonner un recensement dans tous les foyers pour être capable d'identifier les souches malades directement à la source en moins d'une semaine avec un recensement, c'est la loi et c'est même dans la loi de la santé publique. Puis ça aurait permis d'isoler les enfants et les parents contaminés immédiatement, puis sans avoir à violer l'intégrité de la personne avec des PCR tests, comme on sait, qui rentrent un coton-tige à peu près ça de long pour aller gratter la barrière hémato-encéphalite. Donc c'est ce qui m'a déclenché ça. Au début, mon combat, c'était beaucoup pour les enfants, les parents, puis d'essayer de montrer aux gens que vous avez droit de dire non. Ok, super, ça c'est vraiment important. Depuis quand que tu t'es mis à faire des vidéos comme ça qui vient un peu réveiller les gens sur leurs droits, et même moi-même, ça m'a donné le goût de me télécharger tous mes droits de ma personne. Ben, c'est parce que là, en ce moment, moi, je suis un Québécois, j'ai 33 ans, puis j'aurais jamais pensé voir ça d'un gouvernement au Québec. D'instaurer la peur puis la dictature comme ça par les médias, par de fausses déclarations, littéralement de fausses statistiques aussi, parce que rappelez-vous au début, on parlait d'une vague, mais c'était une vague de morts, de décès, de centaines de morts par jour. Maintenant, on parle de cas. Mais un cas, c'est pas un mort. Et 99% des cas guérissent seuls, sans vaccin ou médicament spécial. Donc encore là, ça m'a mis la puce à l'oreille pour essayer de dénoncer la vérité, pour que les gens se lèvent. Puis c'est pour ça que je criais, que je demandais Easter dans l'article 3.1 des ordres professionnels, pour que des gens se lèvent puis nous défendent. Et voilà, et voilà. Je voulais te parler d'un incident qui m'est arrivé. J'ai fait une manifestation à Laval, on était environ 8. Et écoute, c'était une manifestation déclarée, puis il y était plus de policiers que nous on était. J'ai eu droit à un beau ticket, je l'ai même amené ici, je voulais te montrer le ticket. Alors j'ai eu droit à un beau ticket ici de quand même 1500 $, comme que tu peux voir. Alors bon... C'est sûr que bon, j'ai pris le ticket, j'ai été très respectueux avec les agents de la paix, je peux me permettre de les appeler ainsi. Maintenant, moi je le conteste, c'est sûr et certain que je le conteste, mais j'étais content de venir te voir aujourd'hui parce que je voulais avoir un peu ton commentaire là-dessus. Ben, premièrement, le ticket en tant que tel, il est légal dans le sens que c'est un décret, mais il est inconstitutionnel. Donc, si vous contestez le ticket, automatiquement, il y a plusieurs façons. Ça peut être la religion, ça peut être le stress, ça peut être des migraines, ça peut être de l'anxiété, ça peut être un paquet de choses comme ça. Ensuite de ça, il y a eux-mêmes ici, regardez, parce que moi j'ai contesté un ticket. Puis dans le ticket ici, c'est écrit « Le fardeau de la preuve repose sur la poursuite à qui il appartient de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que vous avez commis l'infraction reprochée. »
Ce qui veut dire que comment est-ce que ils vont être capables de prouver hors de tout doute raisonnable que ça rentre pas dans vos idéologies, dans vos croyances, que vous n'aviez pas de migraine, de maux de tête, de stress, d'anxiété. Comment ils vont faire pour prouver ça? Et ensuite, vous prendrez le document que vous allez recevoir pour votre constat, que vous contestez, vous allez recevoir un document en bonne et due forme. Vous remarquerez au point 3 ici, le port d'un masque est fortement recommandé, sauf pendant votre audition, parce que ça vient avec la loi d'avisage découvert, service découvert. Donc pourquoi pendant votre audition, vous n'avez pas à mettre de masque du tout, et qui est même pas recommandé, puisque la loi des services publics exige un visage découvert. Donc encore là, on rentre en contradiction. Et vous avez aussi l'article 1.3 de l'Institut de la santé du Québec, qui dit qu'en milieu communautaire, le masque, il n'y a aucune étude sérieuse ou quantitative pour dire qu'il y a réellement une différence. Donc encore là, il s'appuie sur quoi pour vous donner un constat? Ça marche pas. Puis selon les droits de l'article 32 de la Charte des droits et libertés du Québec, qui est habeas corpus, puis c'est pas un avocat, parce que l'avocat, c'est l'article 34 de la Charte des droits et libertés, où qu'on stipule le mot avocat ou représentant. Mais l'article 32, c'est habeas corpus, qui, elle, est directement reliée au common law, intégré dans la Charte des droits et libertés du Québec. Mais le habeas corpus, lui, c'est l'intégration québécoise rattachée au common law du Canada britannique, à l'article 10 et l'article 21. Puis ça fait que vous pouvez, en cours supérieur ou suprême, donc si vous contestez votre ticket, vous avez un jugement défavorable, vous contestez, vous allez en cour supérieure, le common law devient valide et tout ça s'arrête immédiatement. Donc voilà plusieurs méthodes de comment annuler ou contester un ticket pour le non-port du masque. Puis ensuite de là, soyez créatifs, ajustez-les à votre image, ajustez-les à votre vérité. Dites pas si vous avez une condition médicale puis que c'est pas vrai. Dites pas devant le juge, j'avais une condition médicale. Dites que vous avez des migraines. Dites que vous êtes stressé. Dites que vous avez de l'anxiété. Dites que ça rentre pas dans votre idéologie suite aux statistiques. Comprenez le sens? Juste pour que tout le monde comprenne bien, okay, c'est quoi ça le common law? Ben, le common law, en fait, c'est la loi naturelle qui est depuis, exemple, la Magna Carta, puis la Révolution française, le Bill of Rights et compagnie, plus qu'on monte dans le temps. C'est que c'est relié, dans le fond, au droit naturel de l'être humain sur Terre. Puisque l'être humain, moi, Jonathan Normand Vladimir, sur ma preuve vivante, ben, je suis l'être naturel sur Terre. Tandis que ma personnalité juridique, donc mon acte de naissance et non ma preuve vivante, lui donne la personnalité juridique qui est l'équivalent d'un vassal, d'un navire, donc un bateau en mer, si je peux dire. Donc la différence, c'est que le code civil, ça s'applique à la personnalité juridique qui, elle, est ton vassal par ton acte de naissance. Et le common law, lui, c'est l'être humain qui a un droit inaliénable de liberté, d'accès au territoire, à la nourriture, que dans le fond, il est inviolable. Il a droit d'être en dehors de toute institution ou de tout accord de gré à gré. Puis il a le droit lui-même de décider de son économie, de son lien social et culturel et de disposer lui-même de son territoire, de sa demeure qui, comme on le dit, est inviolable. Mais ma première demeure, c'est mon COR, corps. Avant 1050, COR était relié à cœur, âme et volonté. Avant 1050. Ensuite, c'est devenu autre chose, comme le cachère, exemple. Mais tout ça, c'est rattaché directement au common law, l'être humain. Fait que je sais pas si j'ai bien répondu, je suis pas sûr. Ben moi je pense que oui, je pense que c'est comme la personne vivante versus une personne juridique. Ouais, mais okay. La personne juridique en fait, c'est qu'elle c'est une fiction. Parce que in persona, ça vient des anciens théâtres latins, puis c'est des personnages, des personnalités, puis c'est in persona, donc toi t'es une personne. Mais comme on dit, à force de vouloir être quelqu'un, on est tous personnes. Hey, je voulais dire, Joe, suite à tes vidéos, moi, écoute, j'ai vraiment eu envie de m'informer sur les chartes des droits et libertés. Mais là, j'ai vu qu'il y a les chartes des droits et libertés québécois, il y a les chartes des droits et libertés canadiennes.
puis même tu as la Charte des droits et libertés internationale. Est-ce qu'il y a comme une charte qui prévaut sur l'autre? Ben, en fait, la Charte du Québec prévaut au Québec puisque nous sommes au Québec. Mais il y a la Charte du Québec, le Code civil du Québec, qui, eux, sont les outils du Québécois. Parce que la Charte, elle, c'est un droit. Et toutes les lois ne peuvent pas dépasser votre droit de la personne qui est garanti par la Charte. Ensuite, la Charte, elle vient se combiner parce que c'est l'être humain. Donc, l'être humain au Québec se nomme individu. Donc, souvent, les policiers, quand ils parlent au CB, vont dire « je suis avec un individu ». Jusqu'à temps qu'ils vous identifient, là, vous devenez une personne. Vous comprenez? Donc là, un coup que vous êtes avec la Charte et le Code civil, là, vous tombez dans le Code pénal, donc canadien. Donc là, la common law s'applique. Mais le common law va s'appliquer au Code pénal. Donc vous devez combiner la Charte, le Code civil et le Code pénal canadien pour arriver devant l'instance québécoise, qui est la cour, on va dire la cour de base, hein, qui est au Québec. Là, vous devez réussir à vous défendre simplement avec la Charte et le Code civil, puisque vous êtes au Québec. Mais si vous contestez la décision ou vous demandez à faire appel dans un tribunal supérieur, là, automatiquement, ça va être la Charte canadienne qui va prévaloir avec simplement le Code criminel, puis tout ce qui est québécois dans le tribunal supérieur ou en Cour suprême n'a plus sa place. Donc, il faut savoir comprendre la différence que quand vous êtes en la cour de base, exemple de Saint-Hyacinthe, de Sorel, c'est pas une cour supérieure ou une cour civile ou municipale, c'est vraiment le Code civil et la Charte des droits et libertés québécoises. Et la minute que vous dépassez le palier pour aller dans supérieur ou suprême, là, c'est tout ce qui est canadien. Mais, la passe, c'est que le Code criminel, lui, il est valide au Québec. Donc, il faut comprendre que le Code criminel s'applique by the way, all the way, partout dans le Canada, même au Québec, mais que nous, au Québec, pour se défendre du Code criminel canadien, il faut utiliser la loi québécoise. Puis c'est là qu'ils pognent le monde. Comprenez l'astuce? On mélange 2-3 sortes de lois, puis là, le monde, ils savent plus trop quel pied danser, comme on dit. D'où vient le pouvoir du gouvernement dans l'urgence sanitaire? Ben, en fait, le gouvernement, il tire son pouvoir de l'article 118 de la loi de la santé, qui, elle, est très claire, donne des pouvoirs reliés rattachés à l'article 123 et ses différents alinéas. Donc, je vous invite réellement à aller consulter ces articles vous-même pour en prendre connaissance et les noter ici. Et ensuite, ces articles-là, 118 qui est la déclaration de l'état d'urgence, qui est relié directement à 123, qui rattache les pouvoirs spéciaux dans ces alinéas. Ça, c'est dans le code de... La loi de la santé publique. Okay. Ouais, dans le code de la santé publique. Le LSP. Okay. Loi santé publique. LSP. Okay. Bon. Puis ça, dans le fond, c'est rattaché directement ensuite avec la réglementation, qui est dans l'article 136 et 137. Okay. Et eux sont immédiatement rattachés à la section pénale, donc de l'article 138 à 142. Donc, les seuls pouvoirs que le gouvernement a actuellement sont ceux de l'article 123 avec tous ses alinéas, et ils sont réglementés par l'article 136-137, et les seules sanctions pénales qu'ils peuvent imposer sont écrites de 138 à 142. Ce qui veut dire qu'en réalité, le gouvernement, comme on le disait tantôt, ces mesures d'urgence sont inconstitutionnelles puisqu'il n'applique pas ses réels pouvoirs, il les surpasse. Comme on dit, ces mesures sont outre mesure. Et en plus, il ne suit même pas ses protocoles de recensement, d'études de la population et compagnie. Et voilà, et voilà. Écoute, Joe, écoute, merci beaucoup quand même. J'espère que j'ai éclairé un peu de monde quand même avec ce petit reportage-là. Écoute, merci beaucoup. Merci. J'espère que tu vas me réinviter. Quand tu veux, n'importe quel sujet. Comme là, je suis en train de faire la loi des mesures d'urgence, puis tout. Là, OK. Mais moi, je continue à te suivre, puis si tu me réinvites, là, je pense qu'on a beaucoup de choses à comprendre, parce que ça vient un peu mélangeant tout ça, ouais. si je peux me permettre. Alors, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été à cet épisode. D'autres épisodes sont à suivre. Alors, ciao, ciao!
Yeah, si vous voulez me suivre, Joe l'Indigo sur YouTube, puis mon nom sur Facebook, c'est Jonathan Blanchette. Je me suis ouvert un MeWe puis un VK, puisque les gens ils ont l'air d'aller sur ça. Moi, je veux simplement diffuser l'information. Mon but, c'est pas les vues, mon but, c'est pas l'argent, mon but, c'est vraiment informer les gens, parce que comme je le dis, chaque individu qui va être à côté de moi à connaître ses droits et libertés va changer ce pays et rien d'autre, les amis. Du gros big love. Génial. Yes. Thanks, man. Pas de trouble. Je pense qu'on l'a. On l'a.